Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors cette semaine, c'est avec le cœur lourd en fait qu'on s'attaque à cet épisode, puisque c'est un épisode qui est consacré effectivement, comme vous avez pu le lire, à James Bond 007 contre Dr No. Mais c'est surtout en fait pour nous la volonté de rendre un hommage à Sean Connery qui vient de nous quitter à l'âge de 90 ans, mais c'était samedi dernier, le 31 octobre. Je suis avec mon ami Arnaud Bordas en mode confiné. On enregistre chacun de notre côté chez nous. Voilà. Salut Arnaud. Voilà, salut Stéphane, depuis Nice donc, et comme tu viens si bien de le dire, un petit peu attristé par la mort de cet immense acteur qu'on a tous beaucoup admiré tout au long de sa carrière et qui a compté dans nos vies de cinéphiles. Voilà, et alors en fait, pour faire d'abord une petite aparté triviale, on enregistre grâce à un micro qu'on a pu t'envoyer, puisqu'en fait on s'est un petit peu préparé avec le confinement et les problématiques. En fait, donc normalement on devrait avoir moins de problèmes de son qu'auparavant. Et ce micro en fait a évidemment été payé grâce aux tipeurs, donc on les remercie encore une fois. Merci aux tipeurs. Pour commencer, en fait, pourquoi en fait est-ce qu'on a choisi James Bond 007 contre Dr No? Sean Connery, c'est quand même quelqu'un qui a une immense carrière derrière lui, beaucoup de films qui pourraient tout à fait rentrer dans ce cadre-là, dans le cadre de ce qu'on défend nous. Bon, évidemment, il y a les James Bond et on va revenir dessus, mais il y a aussi ces films avec Sidney Lumet, il y a L'homme qui voulut être roi, le grand film d'aventure, il y a évidemment d'autres films d'action comme d'action et de suspense, comme À la poursuite d'Octobre Rouge, Le nom de la rose, Les Incorruptibles de Brian De Palma. Voilà, il y a évidemment des rôles marquants comme dans Highlander. Et puis je vais quand même le citer pour me faire plaisir, The Rock de Michael Bay, parce que c'est quand même son dernier vrai gros film d'action, on va dire pur et dur, quoi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui dès les James Bond et ça surtout grâce à son contrat, puisqu'il avait signé un contrat qui lui permettait de faire un autre film que du Bond pendant un par an, je crois. Donc c'est quelqu'un effectivement qui pendant toute sa carrière a côtoyé les plus grands réalisateurs. Tu as cité Sidney Lumet, mais c'est vrai qu'on peut quand même citer peut-être La colline des hommes perdus, notamment, qui est un véritable chef-d'œuvre. Le dossier Anderson, The Offense aussi. Voilà. Le gang Anderson. Ouais, j'ai dit quoi ? Le dossier Anderson. Ouais, pardon, c'est vrai, c'est le gang Anderson, The Anderson Tapes. Et puis, qu'est-ce qu'on peut citer ? Le Lion et le Vent de John Milius, La Rose et la Flèche tout aussi, de Lester Lester, qui est une grande adaptation de Robin des Bois. Il avait participé à celle de Kevin Costner après dans les années 90, mais il avait un tout petit rôle. Indiana Jones et la dernière croisade, qui a marqué beaucoup de gens de notre génération parce qu'il jouait le père d'Indiana Jones, c'était le 3e épisode. Il était formidable dedans. C'était un rôle et puis c'était pas un rôle facile à attraper, donc à faire, quoi, parce que mine de rien on était déjà au 3e film, il fallait que ça soit un acteur d'une certaine stature, quoi. Il est hyper drôle dans le rôle, hyper touchant. C'était vraiment c'était pas facile, mais en même temps c'était une évidence, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait, et c'est vrai que on peut citer aussi Octobre Rouge, tu l'as fait, on peut citer Outland de Peter Hyams, Bandit de Terry Gilliam où il jouait Agamemnon. Voilà, tout à fait, ouais. Il y a eu beaucoup de rôles et c'est vrai qu'après la fin de sa carrière, ça a été un peu plus, il a eu des films un peu problématiques. On va dire qu'après le succès de Rock, en gros, il y a Chapeau melon et bottes de cuir et puis La Ligue des Gentlemen extraordinaire, qui est son dernier film en 2003, et ça a été des films à problème. Il avait l'impression de plus se reconnaître dans l'industrie telle qu'elle était en train de se réinventer, et du coup il a pris sa retraite et ça a été son dernier film en 2003. Il est mort 17 ans après quand même. Voilà. Alors avant de s'attaquer à James Bond 007 contre Dr No, on va expliquer pourquoi on l'a choisi, mais avant de faire ça, je vais quand même citer un dernier film qui est La Grande Attaque du Train d'Or de Michael Crichton, parce que sinon je pense que Rafik m'en voudrait. Il m'a demandé plusieurs fois, et on va le faire, un de ces quatre, faire un épisode de Stéroïdes spécialement consacré au film de Michael Crichton, donc on le fera. Non, mais à plus forte raison maintenant. Voilà. C'est un film important, c'est un super film, tu vois. Mais on les a pas tous cités. Là, je viens de penser aussi à Zardoz de John Boorman, tu vois, même s'il avait un look un
un peu improbable dedans, mais c'était quand même un grand réalisateur des années 70. On n'a pas cité Hitchcock aussi, hein, avec Pas de printemps pour Marnie. Enfin voilà, il a une filmo qui est juste hallucinante, quoi. En dehors des qualités, des qualités de prestations qu'il pouvait y apporter. Déjà, les projets et les réalisateurs étaient assez impressionnants. La liste est assez enfin, pas commune, quoi. En tout cas, pas comme forcément tous les acteurs de sa génération, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est quelqu'un qui avait quand même cette première problématique qui était de se sortir de ce rôle de James Bond, hein. C'est-à-dire qu'à la base, ça aurait pu l'enfermer, comme ça a été le cas de pas mal des autres acteurs derrière, hein. Je pense notamment à Roger Moore, hein, qui n'a pas fait grand-chose depuis qu'il a arrêté justement le rôle, quoi. Mais il a réussi d'ailleurs, il a eu peut-être un peu cette problématique-là dans les années 70, pour être tout à fait honnête, mais il a réussi à s'en sortir au fur et à mesure. Et bon, voilà, c'était une légende, hein. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça de toute manière, quoi. Mais l'idée est justement de s'arrêter sur James Bond 007 contre Dr. No, ce qui est le titre français de Dr. No, hein, qui est donc le premier James Bond. Alors, pas tout à fait la première adaptation, mais on va en reparler. Mais le premier James Bond, comment dire, au cinéma, qui a donné le là sur la série qu'on connaît, qui est encore active aujourd'hui. On attend No Time to Die pour Dieu sait quand, en fait, avec le Covid, quoi. Mourir peut attendre. Mais voilà, voilà, Mourir peut attendre en français. Voilà, c'est une énorme série, et surtout c'est une énorme série. On a choisi ce film-là. Enfin, on en a un petit peu discuté, toi et moi à part, pour se demander si on s'arrêtait sur ce titre-là. Et je pense que en fait, l'un des intérêts de ce titre, à proprement parler, c'est que c'est le film qui a starifié Sean Connery d'entrée de jeu à l'âge de 32 ans, et c'est aussi en fait comment dire, un film qui a, mine de rien, même si James Bond, il y a eu des meilleurs films avec Sean Connery plus tard, hein, Goldfinger, Opération Tonnerre, etc. C'est quand même le film qui a un peu réinventé le cinéma d'action à ce moment-là, en fait, quand il est sorti en 1962. Alors, pour résumer un petit peu, voilà. Est-ce que tu peux... Moi, j'aime bien te lancer sur les pitchs de films. Alors, celui-là, il est un peu particulier quand même. Il est un peu compliqué, je trouve, à pitcher, parce que, mine de rien, c'est pas ce qu'on retient quand on regarde le film. En fait, le vrai pitch de base. Mais je vais te laisser faire. C'est simple, hein. Oui, on va pitcher le film, puis après, on reviendra un petit peu sur sa gestation, je pense. Mais au cas où il y a des gens qui n'ont pas vu le film, on sait jamais, hein. Voilà. Non, mais le film, en gros, c'est un James Bond qui se passe à la Jamaïque. Et il y a des espions anglais et américains là-bas, et notamment américains, ça va être le moyen d'introduire le fameux Felix Leiter, qui reviendra de manière récurrente, qui est un espion de la CIA. Mais en gros, on est avec un espion anglais au début du film qui se fait tuer par des espions locaux, quoi. Et James Bond va, comme c'est un espion anglais, hein, qui dépend du MI6, il va être missionné pour venir enquêter et comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, peu à peu, il va découvrir une île mystérieuse tenue par un Chinois qui s'appelle le Dr. No. Et en gros, les plans de ce Dr. No, c'est de pirater le programme de lancement spatial et militaire des États-Unis pour le faire se retourner contre l'URSS, en fait. On est en pleine guerre froide, hein, à cette époque-là. Et pouvoir devenir ainsi le maître du monde quand les deux grandes superpuissances se seront autodétruites, se seront détruites respectivement. Voilà, donc James Bond va être confronté à ce méchant qui va, on va dire, introniser cette tradition des grands masterminds machiavéliques qui ont balisé ensuite la franchise. C'est d'ailleurs, il faut préciser, hein, puisque le Dr. No se revendique comme tel, il fait partie de l'association Le Spectre, qui est une sorte d'organisation internationale criminelle qui tente justement dont le but est de dominer le monde, hein, tout simplement, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on peut déjà dire, moi je pense, sur ce premier film, très, très bon pitch, très bon résumé. Arnaud, t'as jamais aussi bien résumé un film. Ouais. Ça te la coupe, hein? Ça me la coupe. Mais Sean Connery serait fier, lui. En fait, ce qui est comment dire, très intéressant déjà avec ce film-là, c'est que en fait, il y avait la volonté, alors des deux producteurs, hein, Saltzman et Broccoli, de Harry Saltzman et Albert Broccoli, pour les citer complètement. Il y avait la volonté déjà de faire une série, en fait, de films, c'est-à-dire en adaptant évidemment les romans et le personnage de Ian Fleming. Et c'est pas une série sur lesquelles tout le monde
les a forcément suivis au départ, c'est-à-dire que la United Artists est arrivée à la dernière minute pour financer le film à hauteur de, je crois, 1 million de pounds à l'époque, ce qui n'était pas un budget non plus faramineux. Hein. Et il y a eu déjà plusieurs, le film ne s'est pas monté tout seul facilement, quoi. C'est-à-dire, en premier lieu, Ian Fleming voulait effectivement un grand réalisateur derrière le projet. Tu peux le citer, Arnaud ? Alfred Hitchcock. Voilà, c'est ça, donc pas dégueulasse, tu vois. C'est-à-dire, il leur a dit, en fait, plus ou moins non, quoi. Ouais, c'est-à-dire, il y a une histoire intéressante, en fait, là-dessus. C'est que, on va dire que, pour résumer, le spectre d'Hitchcock plane un peu sur, de toute manière, la franchise, et notamment son démarrage. Parce qu'en gros, donc Ian Fleming avait rédigé un script d'Opération Tonnerre, qui à l'époque n'existait pas donc en tant que roman. Hein. Il avait écrit un script original, et ce script a été rejeté par Hitchcock en 1959. On connaît pas trop la nature des échanges entre Fleming et Hitchcock. On sait juste que Hitchcock lui a suggéré de prendre Richard Burton, qui était à l'époque en pleine explosion, pour jouer James Bond. Mais sinon, il a refusé le script, et on peut comprendre pourquoi, puisque 1959, c'est la date de sortie de La Mort aux trousses, avec Cary Grant, qui sera lui-même envisagé comme un des James Bond avant qu'il ne refuse, parce qu'il n'avait pas envie d'être accaparé par un contrat sur plusieurs films, justement. Et La Mort aux trousses qu'on a, qui est un gros film d'action, hein, quand même, qui est une sorte de best-of d'Hitchcock, quoi. Et qu'on a souvent défini comme le premier James Bond avant que James Bond arrive, quoi. La Mort aux trousses, quoi. C'est un James Bond sans James Bond, pour ainsi dire. Et donc voilà, et alors c'est vrai que en 61, Salzman et Broccoli ont considéré un temps Hitchcock, apparemment, à nouveau pour Dr No, mais évidemment il était beaucoup trop cher, ils n'avaient pas l'enveloppe budgétaire nécessaire pour pouvoir se le payer. C'était Hitchcock à l'époque, c'était l'équivalent Spielberg aujourd'hui, hein, clairement, tu vois, à tous les niveaux. Sûr, ouais. Et donc voilà, mais on peut dire quand même que Terence Young, qui a été assistant brièvement, mais qui a été quand même assistant d'Hitchcock, je crois qu'il le reconnaissait lui-même volontiers, hein, qu'il a essayé d'insuffler dans les bonds qu'il a réalisés, hein, une sorte un petit peu d'approche à la Hitchcock, quoi. Voilà. Et notamment dans la volonté dans la volonté de faire quelque chose de spectaculaire. Parce que juste, il y a un truc qu'il faut préciser quand même, c'est que c'est un film certes financé par le studio United Artists, le studio hollywoodien, mais c'est un film qui se veut un vrai film anglais et qui se veut une révolution dans le contexte de l'époque. Parce que Salzman et Broccoli, quand ils s'allient tous les deux, Salzman est canadien, lui il venait plutôt il avait financé des films un peu de la nouvelle vague anglaise, comme les films de Tony Richardson, et le Broccoli, lui qui était new-yorkais, qui était fan de James Bond, des livres de Fleming, lui avait beaucoup de contacts dans la finance, il avait été assistant de Howard Hughes, il avait pas mal roulé sa bosse, mais en fait Salzman à l'époque a vendu le projet à Broccoli en lui disant il faut faire un James Bond, en lui disant il faut que l'Angleterre sorte de ce que les Anglais appelaient le kitchen sink. Kitchen sink, en gros, c'est le trou de l'évier, quoi. Ouais, le trou de l'évier. Ouais. Ouais. Et qui résumait un petit peu cette ambiance de cinéma un peu social, un peu pas misérabiliste, mais presque, tu vois, avec pas mal de films avec Richard Attenborough qu'il y avait eu dans l'après-guerre, dans les années 50. Et en gros, Salzman lui disait, maintenant, il est temps de faire des films anglais, rutilants, avec des poursuites en bagnole, des décors exotiques, des nanas partout, tu vois, voilà, c'était ça l'idée, quoi, au départ, pour faire James Bond. Et évidemment, des films, en fait, internationaux, quoi. Et évidemment, le truc d'Hitchcock semble parfaitement pertinent dans cette volonté de spectacle total, quoi, tu vois, quoi. Voilà. Alors pour être plus précis sur ce scénario en fait qui va finir par donner le roman Opération Tonnerre, en fait en gros c'était le scénar s'appelait je crois James Bond Secret Agent. James Bond agent secret, c'était vraiment le nom de code du scénario et qui a fini par devenir en fait alors il ne l'a pas écrit tout seul, Ian Fleming, il l'a écrit notamment avec un co-scénariste qui s'appelle Kevin McClory et qui a fini par devenir en fait donc le roman Opération Tonnerre en 1961 qui devait donc effectivement être la première adaptation, enfin pas tout à fait adaptation mais le premier écrit en fait au cinéma.
Tout à fait. Et en fait, de James Bond. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, Kevin McClory n'était pas au courant que Ian Fleming a décidé de transformer ce scénario en roman. Et donc, en fait, il l'a attaqué en justice. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de blocages de droit autour de la paternité de ce scénario. Et notamment, en fait, l'un des blocages, c'est que Kevin McClory a accepté que ça soit adapté en 64 pour Opération Tonnerre, et lui-même en fait a retenu une partie des droits, ce qui lui a permis de faire plus tard, et ça sera le dernier James Bond avec Sean Connery, Jamais plus jamais, qui est une espèce de faux remake d'Opération Tonnerre basé sur ce qu'il avait écrit, quoi. Donc avec des personnages similaires, etc., etc. Mais alors, comme tu l'as dit, il y a eu pas mal d'acteurs qui ont été, comment dire... Alors juste, Stéphane, une petite parenthèse sur Ian Fleming, enfin sur les romans d'Ian Fleming. Il faut quand même dire qu'à cette époque-là, c'est un vrai coup de faire une série d'adaptations de ces romans-là, parce que ce sont quand même si ça reste considéré comme la littérature populaire et donc pas de la littérature noble, tu vois, il faut quand même dire que c'est des véritables best-sellers. Hein. C'est des romans qui se vendent à l'époque à peu près 1 million d'exemplaires par an. Et c'est des romans très célèbres. Même t'as justement des grands auteurs qui l'ont consacré. Je sais que t'avais Raymond Chandler ou Somerset Maugham, tu vois, qui étaient des grands romanciers américains qui étaient fans de la série, tu vois. Donc arriver avec ça, c'est quand même déjà faire un gros coup. Et je pense que Broccoli et Saltzman en avaient parfaitement conscience. Et alors, évidemment, t'allais y arriver, mais je te rejoins là-dessus. La problématique fondamentale, c'était qui va interpréter Bond, quoi. Voilà, alors il y a eu pas mal, tu l'as cité, il y a eu Cary Grant en fait qui a été prévu, on a parlé de Patrick McGowan, qui était à l'époque de la série Danger Man. Ouais, ils ont été envisagés, Patrick McGowan et Roger Moore, mais par contre ceux qui ont été contactés vraiment et qui ont refusé, il y a Cary Grant pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, Rex Harrison et David Niven, et tous les trois ils ont refusé, quoi. Et David Niven qu'on retrouvera dans le rôle de James Bond dans la version parodique de Casino Royale quelques années plus tard. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses, il y a une autre rumeur sur Roger Moore en fait, alors lui, Roger Moore a longtemps prétendu que on ne l'avait jamais appelé avant qu'il remplace Sean Connery en 73 pour Vivre et laisser mourir, mais apparemment à l'époque il était déjà en lice pour faire Le Saint, la série télé, et en fait il était considéré comme trop jeune par Broccoli et Saltzman, mais il était déjà dans les favoris. Arrive Sean Connery qui n'est pas du tout en fait assez étonnamment en fait n'était pas du tout ce personnage suave en fait qui est James Bond, ce personnage de gentleman, parce que en fait il a des origines working class en fait, et apparemment il a joué son casting en fait, son essai, il l'a joué un peu comme ça, il l'a joué un peu rugueux, un peu brut, et c'est ce qui a convaincu en fait les deux producteurs de lui donner le rôle, quoi. Voilà, alors c'est exactement ce qui s'est passé. Si tu veux on peut détailler un petit peu, quoi, et je vais quand même avant faire peut-être une petite parenthèse pour dire en fait l'importance des femmes dans la carrière de Sean Connery, parce qu'on l'a souvent et notamment dans son casting de James Bond, quoi, tu vois. On l'a souvent présenté comme un gros macho, mais il faut prendre conscience qu'à l'époque c'était et c'est devenu encore plus évidemment avec James Bond le sex symbole ultime, quoi, tu vois, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire par exemple il y a une petite anecdote au tout début de sa carrière, il y a une dramatique télé pour la BBC, Requiem pour un champion, qui est tiré d'un classique du théâtre américain, et il y a eu un film notamment avec Anthony Quinn, très beau, de Ralph Nelson, mais bon, il y avait cette dramatique télé enregistrée en direct, et pour lequel il a fini par décrocher le rôle, et ça a été un de ses premiers gros contrats à Sean Connery. Et en fait, c'est le producteur de la dramatique télé, c'était des téléfilms en gros filmés en direct, quoi, hésité, et c'est sa femme qui lui a dit prends Sean Connery, elle devait jouer d'ailleurs dans le film, quoi, et il lui a dit pourquoi, et il lui a dit le simple fait de le regarder suffit à satisfaire une femme, quoi, tu vois. Et voilà. Et après, par la suite, donc quand on en vient à James Bond, il faut bien se dire que si Harry Saltzman et Harry Broccoli ont considéré Bond, c'est grâce à Dana Broccoli, la femme de Harry Broccoli, qui lui a conseillé d'auditionner Sean Connery. Alors c'est vrai, le truc que tu racontais, en fait, il s'est pointé à l'audition, Sean Connery. Normalement, à cette époque-là, les acteurs, ils se mettaient un costard-cravate, tu vois, bien coiffé, impeccable, tu vois. Et lui, il est arrivé, je sais plus, avec une sorte de chemisette, avec des mocassins à la cool, quoi. Et en fait, je crois que c'était Saltzman des deux qui était assez formaliste, quoi, tu vois, sur les questions d'étiquette sociale, comme ça. L'a assez mal pris.
Et donc l'audition s'est plus ou moins bien passée, mais à la fin, il lui a dit qu'est-ce que c'est que cette tenue en gros quoi. Et là Connery avec son tempérament qui allait devenir légendaire hein, tu vois, il a tapé sur la table et puis il a dit bon bah écoutez je suis comme ça, vous me prenez comme ça ou alors vous me prenez pas et puis c'est tout. Et ils l'ont regardé partir et ils l'ont regardé par la fenêtre, racontait le salesman, et il disait on l'a vu traverser la rue. Il dit littéralement tel Superman quoi, en faisant des enjambées vers sa voiture tu vois. Et après sa réaction et en voyant ça on s'est dit putain mais c'est lui quoi, c'est lui qu'il nous faut quoi, voilà. Et alors il y a un truc assez célèbre aussi, c'est que donc ils ont cru dès cet instant là, mais par contre il y a eu un retour de United Artists qui ils ont envoyé des essais filmés à Hollywood au studio, et United Artists leur a simplement répondu un télégramme en disant voyez si vous pouvez trouver mieux. Et heureusement, ils les ont pas écoutés, quoi. Et, voilà. Mais même, apparemment, même Ian Fleming n'était pas trop satisfait du casting. Alors lui, c'était pour des raisons... parce que Sean Connery est écossais, donc ce qui n'est pas le cas de James Bond, tel qu'il a été écrit. Et en fait, apparemment, il avait déjà un premier problème vis-à-vis de ce casting-là, sur cette base-là, en fait, sur les racines, on va dire, de Sean Connery, quoi. Préciser une dernière chose avant de se lancer quand même dans le film et de ce que le film représente. Sean Connery, on dit souvent c'est le premier James Bond, c'est pas le premier James Bond. Alors, la première personne qui a interprété James Bond, c'est un acteur qui s'appelle Barry Nelson, qu'on a pu voir dans plein d'autres films. C'est un acteur américain qu'on a vu notamment dans Le Shining de Kubrick, qui avait joué c'était le directeur de l'hôtel, je crois. Hein. C'est ça, il me semble qu'il reçoit Jackie Wilson au début du film. Voilà, et en fait, Barry Nelson en fait a interprété le personnage alors avec un nœud pape. Enfin voilà, il était pas trop, on va dire pas trop dans le ton en fait, mais dans une adaptation américaine de chez CBS en fait de Casino Royale. Mais alors c'était vraiment, c'était quelques années auparavant. Déjà c'était en 1954, et évidemment il n'a pas du tout été pris en considération pour une éventuelle adaptation cinéma, et notamment sur Dr. No, quoi. Bah, c'est-à-dire c'était un téléfilm là aussi, hein. C'était un téléfilm et puis c'était surtout un acteur américain parce qu'il y a cette problématique en fait qui a été qui est que les producteurs tiennent énormément à ce qu'il y ait des réalisateurs anglais et des acteurs anglais en fait qui interprètent enfin britanniques qui interprètent le personnage quoi. Donc voilà. Alors donc comme on l'a dit, l'autre avantage en fait de commencer par une adaptation de Dr. No, qui je crois, si je dis pas de bêtises, le 6e roman de James Bond de Ian Fleming, donc c'est pas tout à fait le premier étant Casino Royale. En gros l'idée c'était aussi que ça se passe sur un lieu unique qui est la Jamaïque, donc du coup ça réduit quand même aussi les coûts de production. Et le réalisateur en fait du film c'est Terence Young. Terence Young qui va en faire d'autres après, avec d'autres Sean Connery d'ailleurs, notamment si je dis pas de bêtises, Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre. Voilà. Ouais, et puis qui est comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui va donner le stylistique, on va dire, de la franchise, surtout à partir de Bon baiser de Russie, je pense quoi. Ouais, tout à fait. Et oui, mais ceci étant dit, on va en parler. Il y a déjà beaucoup de choses canoniques en fait qui sont dans ce premier James Bond, et c'est très important d'en parler parce que je sais que c'est pas forcément un James Bond qui est le mieux perçu, en tout cas dans la période de Sean Connery, et c'est vrai, c'est pas le meilleur, mais par contre en fait il y a déjà beaucoup de choses en fait qui sont là quoi. Beaucoup d'éléments primordiaux en fait de la franchise quoi. Terence Young, il avait déjà tourné avec Sean Connery. Voilà, ouais. Tout à fait. Dans les années 50. Alors dans un film qui s'appelle Au bord du volcan. Voilà, en 57, qui était une sorte de film d'action espionnage un petit peu. Donc c'était la première rencontre de Terence Young et Sean Connery. Mais Sean Connery avait un petit rôle là-dedans, évidemment. C'est un tout petit rôle, mais apparemment c'est considéré comme son premier rôle au cinéma. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait il avait sorti quelques films cette année-là, mais c'est le premier qui est sorti, donc c'est son premier rôle au cinéma. Voilà. Et alors, donc c'est intéressant. Ouais. Et Terence Young qui était quelqu'un d'assez fin et qui avait du nez, vraiment, apparemment, qui avait beaucoup de flair, l'avait repéré tout de suite quoi, sur ce film-là, et on va dire qu'il l'avait pris un peu sous son aile, quoi. Parce que c'était un jeune acteur qui débutait, et puis il avait senti, il l'a souvent dit, Terence Young, il avait senti en lui, comme beaucoup de gens qui l'ont croisé à l'époque, quoi, tu vois. C'était le cas aussi de ses amis acteurs avec qui il a galéré au début, Michael Caine, Ian Bannon qui partagera l'affiche avec lui dans The Offense plus tard, mais voilà, c'était des gens qui racontaient que c'était quelqu'un
quelqu'un qui dès son plus jeune âge exhalait un charisme qui faisait déjà de lui la star qu'il allait être. Et donc Terence Young était assez conscient de ça. Et en fait, à l'issue au bord du volcan, il était pas content du film. Terence Young, il a même souvent dit que c'était nul. Le film a fait un bide, plus ou moins. Il a pas été très apprécié de la critique, je crois. Et ça aussi, Terence Young l'avait senti venir. Et en fait, à la fin du tournage, Sean Connery lui avait dit simplement, monsieur, est-ce que je vais faire un tabac avec ça? Parce qu'il s'inquiétait de ce qu'allait devenir sa carrière, quand même. Et Terence Young lui avait répondu, non, mais continue de te battre, persévère et je t'aiderai, quoi. Et donc, il a tenu parole 5 ans plus tard en le reprenant pour James Bond. Bon, en le reprenant entre guillemets, parce que c'est pas lui qui a eu son mot à dire pour le casting. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment Broccoli et Saltzman. Oui. Donc voilà. Puis d'autres réalisateurs étaient prévus à la base avant que Terence Young finisse par faire le film, finisse par accepter. Ils avaient refusé. Il y avait Val Guest notamment. Je crois que Guy Hamilton Guy Hamilton qui a fini par faire Goldfinger. Guy Hamilton avait déjà refusé une première fois. Et c'est un film qui était pas, en fait, c'est un projet qui était pas hyper bien vu. Déjà, il faut se rendre compte qu'il y avait une volonté assez, comment dire, je veux dire, pour résumer très grossièrement, la logique, avant qu'il n'existe des véritables franchises à Hollywood, la logique en fait de Saltzman et Broccoli, c'était de faire le MCU avant de faire le MCU, quoi, quelque part. Et là, je prends une logique assez énorme, quoi, mais pour donner un exemple actuel, mais c'était vraiment l'idée de faire une série de films, et c'est pour ça d'ailleurs que Sean Connery en fait était signé sur plusieurs films. Ça sera le cas des autres acteurs à venir, mais voilà. Et il y a déjà en fait l'idée d'imposer, on va dire, c'est pas évident quand tu regardes le premier, si tu découvres le premier à l'époque, on va dire, mais en fait quand tu le revois rétrospectivement, il y a déjà l'idée d'imposer pas mal de choses qui vont revenir en fait et qui seront presque des obligations. Voilà, il y a notamment, je pense, dans toute la première partie de la franchise, il y a les fameux décors de Canadam qui s'imposent quand même assez parce que comment dire, c'est un style très particulier en fait qui va vraiment faire comment dire, la renommée de James Bond pendant au moins les 20 premières années. Oh ouais, et c'est vrai que dès Dr. No, moi je pense juste à une scène comme ça, il y en a plein, le repère du Dr. No, là, à la fin, la salle de commande, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une scène qui est très frappante en termes de décor là, dans le film, c'est la scène où le scientifique véreux là, qui travaille en sous-main pour le Dr. No, va chez le Dr. No prendre ses ordres et il atterrit dans une pièce qui a au plafond très bas, avec une sorte de pluie de lumière grillagée au-dessus de lui. C'est vraiment la scène est étonnante. Circulaire. Ouais, voilà, ouais, c'est presque un décor de cinéma expressionniste. Tu vois, quoi. Il est toujours à la lisière Canada entre ça et le réalisme. Quoi. Voilà, il y a ça, il y a évidemment le repère de Dr. No, mais ça va être encore plus flagrant sur les films suivants, quoi, sur les repères des méchants. C'est sur ce film-là en fait que Kubrick va le découvrir pour faire bosser sur Dr. Folamour. Ouais. Voilà, donc il y a cette première chose, c'est-à-dire stylistiquement parlant, visuellement en fait ça se pose là. Ensuite il y a évidemment la célèbre phrase du Martini, shaken not stirred, même si c'est pas James Bond qui la sort, cette fois c'est la personne qui lui apporte le Martini qui le précise. Il y a l'introduction de James Bond. Alors on va en reparler ça, Steph, on va en reparler là. James Bond. L'introduction de James Bond. Mais d'abord, termine sur les collaborateurs parce que c'est important aussi. Il y a Monty Norman, il y a évidemment la musique, c'est-à-dire que, comment dire, le thème principal, ça sera évidemment pas lui qui va faire la musique derrière pour les prochains, mais. C'est-à-dire que le thème va être retravaillé, retravaillé et réorchestré par John Barry, qui va lui donner beaucoup plus de punch, apparemment, en faire une vraie musique de film. Et c'est Barry, évidemment, qui va donner après à toute la saga son identité sonore, musicale. Tout à fait. Sauf que le thème est déjà là, en fait, il ouvre le film dessus avec un générique signé Maurice Binder, qui est déjà pareil, en fait, si tu veux, c'est un générique qui est pas présent encore tout à fait, c'est-à-dire il est pas fait de la même manière que ceux qui vont suivre, mais par contre, il y a déjà la volonté de faire quelque chose de stylistique. À quoi d'autre? Il y a évidemment avec le canon, notamment. Et quelque chose Maurice Binder, juste une petite parenthèse sur lui, parce que c'est quelque chose de stylistique et qui redouble parfaitement la musique. Je crois que c'est Monty Norman qui avait dit,
qui était très circonspect vis-à-vis du choix de Maurice Binder pour le générique. Et quand il a vu le truc, il a mis un genou à terre, quoi, parce que c'était. Mais après, là aussi, on peut dire aussi Maurice Binder, il avait son style totalement à lui, tu vois. Mais il y avait deux grands faiseurs de générique à cette époque-là. Il y avait lui, et puis il y avait Saul Bass pour les génériques d'Hitchcock, quoi. Et là encore, ces années-là, là, au tournant des années 50 et 60, ils vont se tirer la bourre tous les deux, Maurice Binder via James Bond et Saul Bass via Hitchcock, avec des génériques de toujours plus expérimentaux, toujours plus en avance sur leur époque, tout ça. Donc c'est marrant parce que t'as toujours, je te dis, ce petit fantôme d'Hitchcock qui plane au-dessus de la saga, quoi. Tout à fait, mais de toute façon, je pense que c'est la grosse référence. C'est-à-dire que, en fait, il faut préciser ces choses-là. Plus tard, en fait, la plupart de James Bond vont se réinventer en suivant la mode du moment. C'est-à-dire film d'arts martiaux asiatiques avec avec l'homme au pistolet d'or. C'est pour ça que ça se passe à Hong Kong. Film Blaxploitation avec Vivre et laisser mourir, par exemple. Formule à la Joel Silver sur Permis de tuer. Ce genre de choses, en fait. On peut vraiment faire tous les films plus ou moins et voir qu'ils se Moonraker, c'est Star Wars. Enfin voilà, c'est assez flagrant. Mais en dehors de l'ombre d'Hitchcock qui plane effectivement sur les premiers Sean Connery, ça reste par contre des films en fait qui vont donner le là dans le cinéma d'action. Et une des dernières choses en fait, c'est sur Maurice Binder, c'est que il a créé évidemment le fameux canon iconique qui est déjà là, c'est pas Sean Connery qui interprète le James Bond en fait, qui tire sur la caméra, mais avec la filet de sang qui coule, mais cette image là qui est hyper iconique, que tout le monde, enfin quand tu dis James Bond, c'est je pense la première image qui vient en tête auprès des spectateurs. Elle est là depuis déjà Dr No, quoi. Il y a aussi la fameuse logique des deux il y a la fameuse logique des deux Bond girls aussi, une méchante, une gentille, etc. En fait, toutes ces choses-là, elles sont déjà là, elles sont déjà mises en place, et c'est quelque chose qu'on va retrouver jusque dans les films avec Daniel Craig, en fait. Donc, voilà. Ouais, non, moi je disais juste une petite parenthèse par rapport au canon, là, la vue à l'intérieur du canon. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, parce que moi je le vois jamais spécifié, ce truc-là. Mais en fait, cette idée est un plan qui existe dans un film de Samuel Fuller, 40 tueurs, qui est un western avec Barbara Stanwyck, qui date de 57, donc 5 ans avant, et où on voit à travers le canon, comme ça, avec la même frise en spirale, comme ça, le visage d'une jeune fille qui regarde à travers le canon, et voilà, donc c'était juste pour l'anecdote, mais c'est parce qu'on n'en parle jamais, mais cette idée visuelle avait été inventée par Fuller 5 ans avant. Et pour finir sur les collaborateurs, il y a un dernier collaborateur, je pense, qui est important sur ce film-là, principalement, mais il finira par d'ailleurs réaliser lui-même un film de James Bond, un des épisodes. C'est Peter Hunt au montage, en fait. Et, Peter monteur. Hunt, en fait, très important, parce que voilà, très grand monteur, réalisateur plus tard Au service secret de Sa Majesté. Mais aussi de Protection rapprochée, ton film préféré avec Charles Bronson. Chasse à mort, s'il te plaît, avec Lee Marvin et Charles Bronson, quand même. Chasse à mort, mais moi je préfère Protection rapprochée, je préfère citer celui-là parce qu'il est vraiment pas bon pour le coup, et c'était pour faire une petite blague, quoi. Mais c'était un monteur incontournable de l'époque, quoi. De l'époque, et puis surtout quelqu'un qui a décidé en fait de faire un film, enfin de monter en fait ce qu'il avait en main, les rushs et tout ça. Il a décidé de les monter de manière très très cut, ce qui était vraiment à l'époque, évidemment aujourd'hui ça paraît beaucoup moins évident, mais quand on revoit le film, mais c'était très très cut dans les scènes de combat, donc très violent, très outrancier dans l'utilisation du son, en fait, des effets sonores, et du coup en fait ça donnait une espèce de patate au film, en fait. Dr No, c'est pas forcément celui où il y a le plus d'action, y compris des Sean Connery, quoi, mais par contre en fait il y a une espèce d'imagerie violente et sexy qui n'existait pas en fait dans le cinéma d'action cette époque-là, en fait. Ouais, bah clairement. Ouais. Et je pense que Peter Hunt il a amené ça, mais je pense aussi qu'il y avait une appétence de Terence Young pour ça, qui a une caméra quand même assez. Même si Terence Young, il avait tendance justement à se dire qu'il fallait qu'il rajoute un petit peu d'humour et d'ironie dans le scénario justement et dans le tournage pour justement faire passer certaines idées, parce que le principe de James Bond, et ça en fait c'est aussi quelque chose qui est cité dès le premier film, et qui reviendra en permanence, c'est le permis de tuer, le fameux permis de tuer. Et du coup en fait ce permis de tuer là, c'est ce qui lui permet de buter ses adversaires sans même réfléchir. Il y a pas de logique en fait, comme vous pouvez avoir encore des résidus à l'époque du code Hays, tu vois, et de ce genre de choses à Hollywood. En fait cette idée de moralité
C'est-à-dire, lui, il tire en premier, il attend pas qu'on cherche à le buter, quoi. Et en fait, du coup, c'est quelque chose qui apparaît déjà, moi, je trouve, dans celui-là, et qui, en plus, le fait que Sean Connery le joue comme ça, c'est-à-dire avec un air dangereux, tu vois, c'est, je pense, en fait, ce qui a rendu en fait le film, ce qui a fait aussi la réputation du film en fait à l'époque, c'est-à-dire comme quelque chose d'assez, de plus violent que la moyenne. Aujourd'hui, ça paraît désuet évidemment, mais à l'époque ça n'existait pas et c'était pas comme ça en fait que les films d'action étaient faits, donc c'est important de le souligner, quoi. Moi je disais parce que ça a été un personnage très important, c'est-à-dire il a pas pris des décisions initiales, tu vois, comme le casting de Connery, des trucs comme ça, mais Terence Young a quand même fait beaucoup, et c'est vrai qu'alors je voulais revenir un petit peu sur la présentation du personnage, tu vois, par exemple c'est une idée de lui ça, la présentation de James Bond dans la scène de poker là, qui l'oppose au personnage de Sylvia Trench, là, cette sorte d'espionne fatale. Donc, en fait, la caméra arrive vers lui et il est de dos, tu vois. Et on met un moment, on voit ses mains distribuer les cartes, tu vois, on met un moment à le voir, et ça c'est un vrai parti pris de Terence Young, qui avait expliqué ça en fait, qu'il avait repris mais en l'atténuant beaucoup d'un film de 1939 de William Dieterle, Juarez, qui est un film historique, mais où on présentait le président mexicain, la Juarez, qui était interprété par Paul Muni de cette manière, mais alors pendant 5 minutes, il était de dos, on ne le voyait pas, quoi, avant qu'il apparaisse, quoi. Et il disait, j'avais repris cette idée-là pour pouvoir, c'était une manière, même si l'acteur n'était pas une star, tu vois, mais c'était une manière d'imposer le personnage pour la première fois, quoi, tu vois, à l'écran, quoi. Et ça, c'est un truc vraiment qu'il faut créditer à Terence Young, d'avoir eu cette vision, d'avoir su aussi ne pas se laisser faire par les différents intervenants qu'il avait autour de lui, et notamment Ian Fleming, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Ian Fleming, qui n'était pas forcément très content de la tournure des choses, mais voilà, parce que Fleming, c'était quelqu'un qui voulait, qui avait de l'ambition pour son personnage, et il voulait une adaptation événementielle. C'est pour ça qu'il voulait Hitchcock, c'est pour ça qu'il voulait une star, tu vois, tout ça. Et en fait, Young racontait que lors d'une soirée, Ian Fleming l'avait croisé peu de temps avant que le tournage commence, et il avait dit, ils t'ont donc choisi pour bousiller mon travail, quoi. Donc c'est dire l'estime qu'il avait pour Young, quoi. Et bon, Young lui a répondu, laisse-moi te dire un truc, Ian, il me semble que rien de ce que tu as écrit n'est encore immortel, alors que le dernier film que j'ai réalisé a remporté le Grand Prix du jury à Venise, alors aplanissons les choses. Voilà. Donc il se laissait pas faire, hein. Il était assez, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il a réussi à imposer sa vision, quoi. Vraiment c'était un réalisateur qui travaillait pour un gros studio, hein. On va pas dire que c'était un auteur non plus, mais il a réussi à imposer sa vision en tant je sais pas si on peut le dire, de confectionneur, de réalisateur qui faisait le film, quoi, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, bon, à tout prendre, il fallait préciser cette chose-là. C'est peut-être beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais tout était à faire à l'époque, en fait, dans cette adaptation. Donc voilà. Donc forcément, il a une mainmise qu'on va dire d'autres réalisateurs n'ont pas forcément eu plus tard, quoi. Et puis il y a un truc aussi qu'on dit beaucoup de collaborateurs sur Terence Young, tu vois, c'est qu'en fait le vrai James Bond c'était lui. C'est-à-dire, tu vois, dans sa manière de diriger Sean Connery, par exemple, ça lui a souvent arrivé de reprendre Sean Connery pour lui dire non, il faut faire comme. Par exemple, lors de la scène du dîner avec Dr. No, il a demandé à Sean Connery de fermer sa bouche quand il mangeait, tu vois, parce que voilà, Sean Connery, effectivement, il avait des origines un peu plus populaires, il était un peu plus rusto, et lui, Terence Young avait fait des grandes universités, tu vois, c'était le fils d'un commissaire de police de Shanghai qui avait étudié à Cambridge, il avait fait la guerre aussi, donc il avait toutes ces choses-là qui font un peu partie de l'identité de James Bond, et qui faisait que c'était quelqu'un d'à la fois très charismatique, mais en même temps très sophistiqué, tu vois, voilà. Et c'est lui qui a introduit d'ailleurs Sean Connery à tout ça, c'est-à-dire qu'en fait il l'a emmené justement une fois qu'il a fallu préparer le rôle, quoi. Il l'a emmené dans ces endroits-là, quoi. Alors moi il y a une anecdote que j'aime bien, qui a pas grand-chose avec la choucroute, mais qui a pas grand-chose à voir avec la choucroute, mais qui me fait bien marrer, c'est que à la base, alors tu parlais du personnage de Dr. No. Dr. No, c'est un méchant eurasien, plus spécifiquement, il le précise, hein, une mère allemande et un père asiatique. Et en fait, dans une des premières versions du scénar qui a été complètement refusée, apparemment, c'était censé être un singe.
Donc, alors, je sais pas si tu as entendu parler de ça. En fait, en gros, les scénaristes, là, notamment Ishar Meiboom, ont mis de côté le roman, en fait. Et l'idée, c'était que plus en fait, Sean Connery, enfin le personnage de James Bond, menait son enquête, et plus il se rendait compte, en fait, que, en gros, Dr. No, c'était le nom d'un dieu singe qui était, révéré sur l'île, et qu'en fait il y avait des méchants derrière en fait qui créaient un espèce de méchant une icône quoi, si tu veux, qui était ce dieu singe quoi. Et en fait Broccoli et Saltzman leur ont dit bon on va mettre ça de côté, hein, c'est n'importe quoi. Donc voilà quoi. Mais moi je trouve ça marrant de me dire que les origines de James Bond c'est que le méchant ça devait être un singe quoi. Voilà, donc écoute, je voulais le caser quoi. Et puis je voulais le caser parce que j'aime bien les singes. Pardon, c'est tout, j'ai le droit d'aimer les singes. Non mais tout à fait, c'est ton droit le plus absolu Stéphane, et loin de moi l'idée de te le contester. Mais du coup, il a été interprété, Dr. No, par un acteur, il faut le préciser, qui n'est pas asiatique du tout, hein, qui n'est pas chinois, Joseph Wiseman, qui est un acteur canadien, hein, qui était assez connu à cette époque-là. Et voilà, donc il est maquillé, hein, on lui a bridé les yeux, on va dire, ce qui lui donne un aspect assez bizarre à l'écran. Hein. Je sais que moi, j'ai revu le film pour la préparation, tu vois, je l'ai revu avec ma fille de 10 ans, Juliette, qui m'a dit mais il est en image de synthèse, le personnage. Non mais c'est vrai qu'il a un aspect assez bizarre à l'écran, ce côté comédien occidental grimé, ça se voit quand même quoi. C'est pas évident à dissimuler quoi. On va peut-être un peu boucler la boucle, ça fait presque 40 minutes qu'on parle du film là. Voilà, que finalement ça va être un énorme succès évidemment, et que ce personnage que le Sean Connery lui-même ne voyait que comme une parenthèse dans sa carrière va devenir une véritable icône. Ça a été un très gros succès à tel point que faut voir que le film suivant, qui s'enchaînera très vite, Bon baiser de Russie, a eu un budget qui est un an après. Ouais, un an après, un budget qui représentait littéralement le double de Dr. No, et voilà, et c'est un film effectivement qui a imposé Sean Connery comme un acteur, je le disais tout à l'heure, un sex symbole, mais t'avais Zena Marshall aussi qui interprète dans le film l'espionne là, avec qui il couche là au milieu du film, hein, qui est une antagoniste hein, clairement. Elle expliquait qu'à la première du film, toutes les femmes étaient le regard rivé vers lui. Il avait l'actrice Anita Ekberg notamment, hein, qui était à côté de lui pendant la première, et qui ne regardait pas le film en fait, qui a passé le film à regarder Sean Connery, et elle avait cette formule en fait, Zena Marshall, où elle disait l'effet qu'il pouvait faire aux femmes jusque-là fut tout à coup décuplé. James Bond a fait de lui un aphrodisiaque vivant quoi. Et je pense que ce qui est intéressant dans la carrière de Sean Connery, c'est qu'il va accepter ça, Sean Connery, mais en même temps, par ses choix de rôle, il va continuellement essayer de s'en extraire, tu vois, quoi. Et dès le départ, hein, parce que tu prends par exemple à peu près à la même époque que les James Bond, là, quand il accepte pour La colline des hommes perdus de Sidney Lumet de jouer un prisonnier, il s'enlaidit un peu, il se met une moustache, il assume sa calvitie naissante, parce qu'il faut dire, déjà dès Dr. No, il avait une sorte de complément capillaire là, de petite perruque. Mais c'est beaucoup moins évident que dans les films qui vont suivre. Ouais, évidemment. Mais, dans les films qui vont suivre, la moumoute, notamment, moi je pense On ne vit que 2 fois, et puis surtout le dernier pour Broccoli et Saltzman, là, comment ça s'appelle j'avais dit On ne vit que 2 fois, mais celui qui est limite une parodie, là. Les diamants sont éternels. Ouais. C'est la moumoute, elle est juste, elle devrait avoir un crédit à part, quoi. Tellement tu vois qu'elle, quoi. Non, mais voilà, bon, c'était pour dire, c'est quelqu'un qui dès le départ a assumé James Bond, mais tout en essayant de prendre ses distances et d'essayer de faire autre chose. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'acteur légendaire qu'il fut, quoi. Hein. Bien sûr. Et alors le truc pour terminer, c'est que parce qu'on en a pas parlé, il y a quand même en fait le film a laissé derrière une petite odeur de soufre, un peu comment dire étrange, parce que quand le film est sorti en Italie, il a été condamné par le Vatican. Ah bah je savais pas ça. Officiellement, hein. Tu vois, officiellement, tu vois. Ah, le terme c'était une dangereuse mixture de violence, de vulgarité, de sadisme et de sexe.
Tu vois, donc rien que ça, tu vois. Et le Kremlin a aussi fait un communiqué officiel en disant que c'était que James Bond était la personnification du capitalisme du diable capitaliste, quoi. Ouais, bah, carton plein, quoi. Voilà, non mais c'est drôle parce que les curés, les cocos, tout le monde debout, quoi. Non mais évidemment, mais après le truc c'est que évidemment parce qu'on en a pas parlé aussi, il y a Ursula Andress qui a fait grosse impression, hein, comme la Bond girl principale, et notamment son apparition sur la plage. À la base, elle était censée être nue. Comme dans le roman, mais en fait évidemment les censeurs ont dit c'est pas possible, on peut pas faire ça. Il y a notamment un passage très rapide où quand ils se font justement laver chez Dr No parce qu'il y a des problématiques de radiation dans une scène qui a d'ailleurs été parodiée plus tard par Austin Powers. Dans cette scène en fait où elle passe les différentes douches en fait pour tester les tests de radiation, elle est censée être nue et à un moment donné un plan très rapide où on pense que c'est le cas, mais elle portait en fait un costume, un truc couleur chair comme ça. Mais voilà, en fait il y a tout un tas de trucs. Il n'y a pas que Sean Connery qui représente mais c'est clair, cette scène le quota sexe. Cette scène sur cette plage là, des Caraïbes où elle sort avec son maillot de bain et son couteau là, sur les hanches là, c'est une des scènes les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Et ça là aussi l'intelligence de Young, c'est d'avoir su la filmer aussi, parce que c'était un physique pas évident. Ursula Andress, c'était quand même une nana d'1m80 qui était assez mastoc, quoi, assez musclée. Et bon, elle avait l'avantage... Athlétique, quoi. Ouais, athlétique, ouais. Et elle avait l'avantage dans ces scènes de côtoyer Sean Connery, qui fait quand même 1m90, lui, tu vois. Donc, voire plus, hein, je sais plus exactement. Mais c'est vrai que cette scène, voilà, elle a marqué au point d'être reprise après par la suite, y compris dans Die Another Day. Si, c'est ça, hein, c'est Die Another Day, le Pierce Brosnan. Avec Ali Berry, oui. Voilà, avec Ali Berry qui refait la scène avec le même maillot, le même couteau, tu vois, sauf que la couleur du maillot a changé, mais oui, non, ça a été vraiment un élément important de la réussite du film. Ça a été ce choix de casting d'Ursula Andress et la manière dont la filme Terrence Young. Mais il n'y a pas que d'ailleurs dans Die Another Day, dans Meurt un autre jour, hein, il y a aussi dans le film suivant, dans Casino Royale, en fait, sauf qu'ils ont détourné le truc en faisant en sorte que ce soit James Bond en fait qui sort de la plage. Voilà. Ouais. Donc ça, on en parlera peut-être ou peut-être pas, on verra une autre fois, quoi. Bon, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour du film et de l'importance qu'il a eu dans la carrière de Sean Connery, évidemment, dans l'importance qu'il a eu dans le cadre du cinéma d'action, hein, parce que ça a quand même créé le genre du film d'espionnage, on va dire, de cette manière-là. Hein. Il y a je ne sais combien de films qui se sont faits derrière. Il y a les Ipcress, en fait, avec Michael Caine. Michael Caine, voilà, merci. Il y a évidemment les OSS 117 chez nous, ce genre de choses, quoi. Et puis ça a donné juste un genre qui depuis a été surparodié aussi, hein, donc voilà, quoi. Et qui est un genre majeur, un sous-genre majeur du cinéma d'action, quoi. Voilà. Donc, écoute, merci Arnaud. Merci à toi, et puis surtout, merci à Sean Connery, hein, pour ce film-là, mais pour James Bond, et puis pour toute cette carrière formidable, voilà, quoi, ça... Même on avait beau savoir qu'il était malade et que ça allait finir par arriver vu son âge, c'est quand même toujours touchant de voir des légendes comme ça disparaître, quoi. Ouais, et puis c'était une icône, quoi, tout simplement. C'était vraiment quelqu'un qui a grandi sur toute notre carrière de cinéphile. Il a toujours été là, quoi, en fait. Donc, même si, comme tu l'as dit, ça faisait 17 ans qu'il n'avait pas tourné, mine de rien, il a fait beaucoup de films, quoi. Et puis une icône, quoi, vraiment, au sens plein du terme. C'est-à-dire, c'était le voir débouler à l'écran, même dans un film pourri, hein, c'était toujours quelque chose. Hein, je veux dire, il y avait vraiment une sorte d'aura qui se dégageait de lui, quoi, qui est totalement indéniable, et c'est là où tu comprends ce que c'est qu'une vraie star. Hein. Bon, écoute, merci Arnaud, merci à nos auditeurs. Merci à toi, Steph. Ouais, merci à nos auditeurs, en fait, qui nous écoutent et qui nous suivent. Merci aux tipeurs, en fait, qui nous ont permis d'enregistrer cet épisode à distance avec une meilleure qualité sonore. Merci à la technique qui va s'amuser à bidouiller tout ça de son côté pour le diffuser en temps et en heure, c'est-à-dire au moment où vous l'écoutez là. Hein, merci Alain. Voilà, merci Alain Mercier. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur les agrégateurs de podcasts habituels. Hein, vous les connaissez. On les liste sous le comment dire, voilà. Mais si vous êtes en train d'écouter, c'est que vous avez déjà choisi votre drogue préférée. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un prochain film. Merci à tous. Au revoir.